1895. Röntgen découvre les rayons X. Une grande découverte, mais lourde de conséquences. Viendront Einstein, Hiroshima, la guerre froide. Les savants sont-ils responsables? Il y a eu deux découvertes majeures dans le domaine des radiations, et c'est Röntgen qui a fait la première. En 1895, il a observé les rayons X. Et ça a été la grande découverte qui a tout bouleversé. Röntgen a d'abord remarqué que différents minéraux réagissaient aux rayons X. Ensuite, il s'est aperçu qu'en fabriquant une boîte hermétique à la lumière et en plaçant un minéral à l'intérieur qui était excité par le rayon X, le médecin pouvait regarder par là et voir ainsi très clairement l'image sur cet écran radioscopique. Et il balayait son patient de la tête aux pieds, de sorte que les rayons traversaient le patient, ce qui lui permettait soi-disant de poser son diagnostic. Du coup, tout le monde dans la pièce recevait des rayons X, et en particulier le médecin. On a des tas d'exemples de praticiens morts d'exposition prolongée aux rayons de Röntgen. Que faire d'autre encore avec ce fameux rayon pour lequel les gens s'étaient pris d'affection? Eh bien, des tas de choses, et on ne s'en est pas privé. Avec un rayon X, vous pouvez voir les os de votre main. Quoi d'autre encore? Ils ont tout essayé, tout sans exception. Citez-moi une maladie, et je vous dirai qui a essayé de la traiter au rayon X. Voici la photo d'un prospectus qui montre une femme assise devant ce tube qui lui projette des rayons X en pleine figure. C'était censé enlever les poils superflus, et c'était très efficace. On faisait une vingtaine de séances. Et puis une femme a mis fin à cette barbarie. Elle était si gravement défigurée qu'elle ne pouvait même plus paraître en public. Un jour, elle a interrompu une conférence pour montrer à quel point son visage avait été abîmé par la terrible action des rayons X. Et ça a été la fin des rayons X comme remède aux poils indésirables. Famed Madame Curie of France opens the way with experiments and discoveries of the hidden mysteries and marvels of rare element called radium. Here is one of nature's real curiosities. Somehow a spring forced its way up through the trunk of this apple tree, forming a natural fountain for all to drink from. The unusual thing is that the water contains radium and is therefore very healthful to drink. Pourquoi faire un voyage coûteux vers une célèbre station thermale ou gaspiller son argent en billets de train quand il vous suffit d'acheter une de ces bonbonnes et de vous fabriquer une eau aussi bénéfique que de l'eau de source? Il suffisait de remplir la bonbonne d'eau pour que celle-ci devienne radioactive. Pour vous le prouver, je vais plonger ce détecteur à l'intérieur et l'aiguille va se caler presque au maximum. Voici une photo de ma mère qui date de 1925. C'était avant qu'elle ait pris la célèbre eau radioactive de Madame Curie. Mon frère est né en 1927 et ma mère a eu une phlébite. À l'hôpital, les médecins lui ont donné de l'eau radioactive de Madame Curie. Pour guérir sa phlébite, on lui en a prescrit jusqu'en 1932 ou 1934, mais pas aux mêmes doses qu'à l'hôpital. Du coup, elle était devenue stérile. Et en 1936, ils ont dit qu'il fallait lui enlever une tumeur. Eh bien, malheureusement ou heureusement, comme on veut, voici la tumeur qu'elle avait. C'était moi.
Ces documents visaient à montrer que les patients qui ne prenaient pas de radium ne se développaient pas très bien. Au contraire, s'ils en prenaient, comme en témoigne soi-disant cette plante, ils se portaient à merveille. On s'est donc mis à vendre des petits coussinets radioactifs que les malades portaient autour du cou, du bassin, dans le dos, sur la tête, contre les tumeurs au cerveau, etc. Et par ce geste tout simple, on était censé éviter les désagréments de la chirurgie. En 1949, même chose. Ma mère était en train de plier du linge et elle s'est accroupie pour le mettre dans un tiroir et sa jambe droite, fémur et rotule, s'est brisée en 23 endroits. Elle est allée à l'hôpital et pendant que les médecins lui mettaient des plaques et des broches, ils se sont aperçus qu'elle était radioactive. Ils sont allés chercher un compteur Geiger qu'ils ont placé au-dessus d'elle, tout près. L'aiguille s'est bloquée sur l'extrême droite. Ma mère a souffert de radioactivité jusqu'à sa mort en 1966. On a diagnostiqué un empoisonnement au radium. Ses os s'étaient complètement désagrégés. Cette fiole contient 30 ml d'eau mélangée à des sels de radium. Un habitant de Pittsburgh, qui se vantait d'être un playboy et s'appelait Byers, a bu 1400 fioles de cette soi-disant eau de jouvence pour homme. Mais il a commencé à avoir des problèmes. Ses mâchoires inférieures et supérieures se sont décrochées. J'ai les os très fragiles, ce qui était aussi le cas de ma mère. J'ai une très mauvaise vue, ce qui était aussi son cas. Et j'ai perdu toutes mes dents il y a environ 20 ans, un problème qu'avait eu aussi ma mère. J'ai eu une crise cardiaque bénigne, en plus d'un cancer qui est pour l'instant enrayé. C'est vrai qu'on n'a jamais diagnostiqué de cancer chez ma mère, alors que j'en ai eu un. Mais les autres problèmes ressemblent étrangement à ce qu'elle a eu pendant sa vie. Je me demande si le radium n'en serait pas la cause ou si c'est juste une question de mauvaise hérédité. Le siècle qui vient de s'écouler a vu mourir tellement de gens de maladies provoquées par les radiations. Et je crois que ce sera encore pire dans le siècle à venir si on ne tire pas les leçons qui s'imposent. On a découvert que les radiations provoquaient des cancers 5 ou 10 ans après la parution des travaux de Röntgen. La grosse affaire suivante a été celle des peintres de cadrans lumineux qui ingéraient du radium et en fixaient des doses effrayantes dans les os. On a fait l'erreur de croire qu'on était à l'abri du cancer si on n'était pas exposé à des doses énormes. Vous voyez le bâtiment en briques là-bas? Eh bien, c'est là que se trouvait l'atelier de peinture des cadrans lumineux. N'importe où dans le secteur, vous obtiendrez 500 impulsions à la minute sur le compteur. Toutes les filles de l'atelier sont mortes. J'y ai passé 31 ans et demi. Elles étaient luisantes à cause du radium. Argonne a fait exhumer quelques-unes de ces femmes. Elles étaient mortes d'empoisonnement au radium. Elle ne savait sûrement pas pourquoi elle était malade. Ils l'ont exhumée pour que les laboratoires Argonne fassent des analyses.
Vous voyez ces grosses boîtes de contreplaqué que j'ai dû faire par Argonne pour être aux normes de sécurité exigées par le ministère des Transports pour l'acheminement de ce type de matériaux. Comme vous pouvez voir, elle porte la mention « faible activité spécifique ». Les jeunes femmes qui peignaient ces cadrans lumineux avaient coutume de lécher leurs pinceaux et avalaient par conséquent de petites quantités de peinture, ce qui évidemment avec le temps s'est avéré tout à fait toxique. Bon nombre de ces femmes se servaient du radium pour dessiner des têtes de mort sur les murs, et quand elles éteignaient, c'était la franche rigolade. Mais bien sûr, pendant ce temps, leur peau était irradiée, en plus de la contamination par ingestion. Let me see your wristwatch. You see, it works even on the very slight activity of your watch dial. And the bees showed nothing. So, whatever killed your bees, it certainly was not radioactivity. L'histoire de la peinture au radium montre les effets terribles des particules alpha. Je ne bâtirai pas ma maison par ici. Elles ont un effet totalement destructeur sur les molécules et les chromosomes d'ADN. Voilà le taux de radiation maintenant qu'ils ont rasé le bâtiment de peinture au radium. Avant, c'était notre lycée. Si vous regardez le cadran, l'aiguille devrait normalement se trouver ici, avant le premier repère, ce qui correspond à une radiation normale entre 25 et 50. Là, on a largement dépassé les 500 en impulsion par minute. La meilleure comparaison, c'est celle de l'éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est à peu près ce que fait une particule alpha dans le noyau d'une cellule. Là, on est presque à 1500. Plus même, 1700. « 1400 impulsions et je suis à plus d'1 mètre du sol. » Il faut comprendre ce qu'est la radiation. La lumière est une radiation. La lampe qui éclaire cette pièce est une radiation. Mais ce sont des radiations relativement inoffensives. Si vous vous approchez trop, vous aurez des ampoules. Il y a des longueurs d'onde plus courtes, des lampes à quartz par exemple, qui vous donneront des coups de soleil. Puis des sources d'énergie plus puissantes, comme les rayons X qui vous traversent le corps et montrent ce qui se passe à l'intérieur. Ou des radiations encore plus puissantes, capables de séparer les différentes substances qui constituent le corps humain. Et enfin, les hautes énergies avec des actions spécifiques, capables de fissurer le noyau d'un atome. C'est tout ça la radiation. Et dans une bombe atomique, il y a toutes ces radiations. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Albert Einstein's theory of relativity is formula used in discovery of atomic energy. Voici une photo de moi avec un compteur Geiger prise en 1941, au moment de la découverte du plutonium. Nous avions constaté que pour le plutonium, comme on l'avait baptisé, la fission s'opérait en coupe transversale. Il devenait ainsi l'ingrédient explosif idéal pour une bombe atomique. C'est comme ça qu'est né le projet Plutonium, ou projet Manhattan. At Oak Ridge, Tennessee, mysterious work of Manhattan Project creeps tediously through months and months of research and experiment, trial and error. World's most guarded secret.
Après avoir découvert et isolé l'uranium-233, Glenn Seaborg et moi-même avons voulu savoir si sa fission serait identique à celle du plutonium. At Hanford, Washington, is produced one of the explosive materials used in the atomic bomb, plutonium. J'étais ému par l'idée qu'on se battait contre un terrible ennemi, le Japon et l'Allemagne. Des tas de gens que je connaissais étaient partis pour la guerre et s'étaient fait tuer. C'était la motivation numéro 1. Et puis le projet était intéressant en soi. Nous faisions la course contre un adversaire fantôme. Il n'était même pas là. Les Allemands ne prenaient apparemment pas au sérieux le fait que nous puissions fabriquer une arme nucléaire. En travaillant jour et nuit, nous avons réussi à isoler non pas un demi-milligramme, mais 1,2 milligramme de plutonium, ce qui multipliait par 20 la réserve mondiale. Mais nous en avons pris des radiations. Les gens me demandent pourquoi je ne suis pas mort. Je suis un de ceux qui ont eu la chance de survivre. C'est ce que je me dis tous les 10 ans, depuis que j'ai 30 ans. J'ai eu une sacrée chance. Quand nous avons commencé à monter cette pile, c'était comme ça qu'on appelait les réacteurs à l'époque, des piles de graphite, des piles d'uranium. Quand nous avons commencé à la monter sous les tribunes du stade, ici à Chicago, nous nous sommes tout à coup aperçus que nous étions gravement malades. But suddenly desert sands near Alamogordo, New Mexico disappear beneath castles of clouds rising from this first atomic blast. For better or worse, man had unleashed the frightful power of the atom. Pandora's box was opened. C'est à ce moment-là que nous avons mesuré l'énorme potentiel de cette découverte. Mais je ne me souviens pas m'être jamais dit « Regardez ce que nous avons fait. Imaginez les conséquences pour l'humanité. » Harry Truman sent a plane on a mission that would change the course of mankind's destiny. The bomber's target was the Japanese city of Hiroshima. This is how nuclear bombs work. Voici comment fonctionne une bombe atomique. D'abord, il y a une onde de choc qui détruit la majeure partie de la ville, tuant instantanément des milliers de gens. Ensuite, il y a des radiations intenses, à la fois nucléaires et thermiques, qui provoquent des brûlures mortelles. Et enfin, il y a les effets à long terme. J'ai levé les yeux et j'ai vu un avion briller dans le ciel. Il ressemblait à un petit poisson argenté. Et je me souviens que je me suis dit, c'est impossible qu'un avion cause de pareils dégâts à lui tout seul. Nous sommes sur le toit de l'Institut de recherche sur les effets de la radiation, l'ancienne commission des victimes de la bombe atomique. Derrière, vous avez le port d'Hiroshima. De ce côté, on est face à l'hypocentre. Là, je le montre du doigt. Il est à environ 1 kilomètre d'ici. Et tout ça a été complètement rasé au moment de l'explosion. Je suis sorti sur la véranda. Il y avait cet énorme nuage sur Hiroshima. J'ai vu une espèce de boule de feu dans le ciel. Elle devenait de plus en plus grosse. Au début, elle avait la forme d'un pneu. Puis son centre s'est mis à grossir de plus en plus, jusqu'à devenir comme un grand soleil. Puis ça a été le fameux champignon atomique.
Après la déflagration, je n'ai plus rien vu parce que tout était noir. Quand mes yeux se sont habitués à l'obscurité, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de maison ni aucun point de repère. Je me suis demandé ce qui avait bien pu se passer. C'est là que j'ai entendu mes enfants crier. Mon fils avait le nez complètement tordu et brûlé et il avait l'oreille arrachée. Son corps était recouvert d'une fine pellicule de cendres. Il ne ressemblait même plus à un être humain. Mais nous étions tellement contents d'être ensemble. À travers les larmes, on se répétait « On est vivant, on est vivant ». Les gens avaient le visage gonflé comme des pastèques. Leur peau était complètement noire, avec deux yeux qui sortaient des orbites. Leur nez avait disparu, la mâchoire pendait. J'ai eu une terrible diarrhée. On aurait dit du chocolat fondu. Les enfants avaient le même problème. Ils avaient soif. Alors on est parti vers la rivière. Je leur ai dit que leur père allait bientôt rentrer à la maison pour nous aider. Alors nous avons pris le chemin du retour. Au bout d'un moment, mes enfants m'ont dit qu'ils n'en pouvaient plus, qu'ils voulaient s'arrêter. Je voyais bien qu'ils étaient épuisés, mais je leur ai dit qu'il fallait absolument qu'ils continuent à marcher. Un peu plus tard, ils ont cessé de parler, et puis ils se sont écroulés. Ils sont morts au bord du chemin. Je me trouvais à 6 kilomètres de l'endroit où la bombe est tombée. Pendant 3 mois, je me suis occupé des gens qui étaient malades ou blessés. J'ai respiré de l'air irradié. J'ai bu de l'eau contaminée. Au bout de 2 semaines, je me suis senti extrêmement fatigué et j'ai eu une grosse poussée de fièvre. J'ai commencé à avoir le corps couvert de pustules violettes et à saigner du nez. C'est le seul endroit de mon corps qui n'a pas été brûlé. C'est parce que je portais des sandales japonaises. J'avais les jambes couvertes de plaies. Sur mes jambes, il y avait des asticots. Truman s'était non seulement laissé convaincre de larguer une bombe sur Hiroshima, mais aussi de tester l'arme au plutonium sur Nagasaki. Et cela, bien que nous ayons déjà fait un test à Alamogordo. À mon avis, nous avons commis une terrible erreur. Le prix de la paix était inestimable. Celui de la bombe atomique était de 2 milliards de dollars. Et comme Piccadilly Circus et Times Square, les laboratoires se réjouirent du succès. Ceux qui avaient construit la bombe dans le Nouveau-Mexique et le Tennessee célébrèrent leur victoire. Après la découverte de la fusion, il a fallu 5 ans pour construire la bombe et 5 autres pour construire le réacteur. Tout est plus ou moins arrivé en même temps. Depuis, il y a eu 50 ans de progrès technologiques pendant lesquels nous nous sommes en gros contentés de suivre les traces de nos aînés. Il n'y a pas eu de nouvelles avancées en termes scientifiques, mais sur le plan social, nous faisons toujours les frais de ces découvertes. Coping with the consequences of these discoveries.
J'ai reçu l'ordre de participer à l'opération Crossroads sur l'atoll de Bikini, dans le Pacifique, en 1946. Personne ne connaissait la radiation. Personne, c'est-à-dire tous ces simples soldats qui se trouvaient comme moi sur le bateau. Certains redoutaient ces essais. Ils pensaient qu'ils décimeraient les poissons sur des kilomètres à la ronde, voire même qu'ils déclencheraient une réaction dans l'océan qui anéantirait toute vie sur Terre. We know what the bomb did in Hiroshima and Nagasaki. We must know in times of peace what it will do to ships in time of war. We must find out whether the day of heavy warships and amphibious landings is now history. On a fait sauter une bombe de 24 kilotonnes. Gigantic naval vessels bob like tiny bottles on blasted and boiling seas. Mile-high cloud of deadly radioactive mist rolls over the target fleet. A tidal wave... Quelques minutes plus tard, on retournait dans le lagon. On savait qu'il y avait des radiations parce qu'on avait un moniteur devant nous qui nous aidait à nous diriger à mesure qu'on avançait vers la zone cible. On nous avait dit que nous allions participer à un événement historique qui changerait la face du monde et en ferait un endroit meilleur et plus sûr. Au bout de 4 jours, j'étais tellement malade que je ne pouvais plus rien faire d'autre que rester couché, tout seul. I don't believe there is a cure. I don't think so. Plutonium can cure cancer. Yes, it can. Sure, it can. Yes, plutonium doesn't cure cancer, does it, Mr. Johnson? Voyons le contenu de cette caisse. To answer such a question, they need reliable information. J'ai là une boîte qui contient un échantillon de plutonium 239. Il a une radioactivité de 1,6 nanocurie et est conservé dans une boîte en acier inoxydable que nous gardons ici comme témoignage d'un épisode historique significatif. Ces gens qui étaient hospitalisés étaient très malades. Et ils croyaient qu'ils étaient là pour être soignés, pas pour qu'on leur injecte du poison. Cet échantillon-là contient une solution qui a servi aux injections de plutonium. On pensait que ce serait irresponsable de ne pas savoir comment le plutonium réagit sur l'homme. Dans l'éventualité où une bombe au plutonium serait utilisée et où des gens seraient irradiés. Les personnes qui ont été utilisées dans cette étude étaient toutes des malades condamnés. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Sauf que dans plusieurs cas, le diagnostic de l'époque s'est avéré faux. Ces patients ont vécu bien plus longtemps que prévu. Ils se servaient en gros de ces gens comme instrument de calibrage. On injecte une certaine quantité de plutonium dans un organisme et on regarde comment elle est évacuée. Et lorsqu'un ouvrier se fait irradier, on peut mesurer la quantité de plutonium dans ses urines et ses selles et en déduire combien de plutonium il a dans le corps. Peu importe si on ne peut pas l'enlever. Radioactive byproducts from uranium and plutonium have been used experimentally in the treatment of cancer, but with inconclusive results. Ces gens étaient à l'hôpital et pendant ce temps, des juges américains en Allemagne jugeaient des criminels de guerre pour leurs expérimentations sur des hommes. C'était une question de responsabilité. Il fallait identifier les effets du plutonium sur l'organisme et les méthodes qui permettraient de l'éliminer. Cela semblait raisonnable, voire même impératif à l'époque. C'est en tout cas mon point de vue.
En 1945, le club atomique ne comptait qu'un membre, les États-Unis, lesquels soupçonnaient la Grande-Bretagne d'en savoir suffisamment pour devenir le deuxième membre. La Grande-Bretagne était l'allié des États-Unis, la confiance régnait. La Russie était également un allié, mais les États-Unis s'en méfiaient. L'impression d'être engagé dans une course à l'armement contre les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale a fait place au sentiment, enfin, pas au sentiment, mais à la certitude d'être engagé dans une course à l'armement contre l'Union soviétique. La grande inquiétude était venue d'un bombardier américain rentré d'une mission d'observation en Extrême-Orient en août 1949 avec des plaques photographiques. Au développement, celle-ci avait révélé d'importantes zones de brouillard et des traces étranges, des traces qui auraient pu provenir de l'essai d'une bombe atomique. Or, les États-Unis n'avaient pas fait exploser de bombes en 1949. Des avions équipés de détecteurs de radiation furent immédiatement dépêchés sur place, et il fallut se rendre à l'évidence, la radioactivité résultait bien d'une explosion atomique quelque part en Asie soviétique. La Russie avait la bombe. Если основные выходы из убежища будут завалены, можно воспользоваться подземным лазом и через него попасть на улицу. Nous sommes à présent dans une de nos salles d'archives. Elle contient des documents qui couvrent une période de 40 ans. Cela représente environ 100 000 cas d'irradiation qui ont eu lieu ici, dans l'Oural. Mais ce n'est pas la seule salle de nos archives. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer d'autres salles qui contiennent des documents. Ici sont entreposées les feuilles de sortie des patients archivées sur plus de 40 ans. Ces documents concernent des populations qui vivaient le long de la rivière Techa. Tout près de la rivière se trouve le complexe militaire de Tcheliabinsk, qui produisait du plutonium pour fabriquer des bombes et qui ensuite a servi au stockage des déchets radioactifs, dont certains extrêmement dangereux. Pendant de nombreuses années, ces déchets ont été rejetés dans la rivière sans même que les habitants des villages des bords de la Techa ou le personnel médical des environs soient prévenus, si bien que les gens ont souffert d'irradiation chronique. C'est un endroit terrible, comparable à Tchernobyl. C'est le résultat d'une gestion absolument catastrophique de l'industrie nucléaire dans cette partie du globe. Que s'est-il passé? Ils se sont tout simplement débarrassés des déchets radioactifs en les jetant dans les rivières. Hors de la vue et on n'y pense plus. C'est absolument criminel. Leur seule excuse, c'est qu'ils fabriquaient des armes qui étaient encore plus dangereuses que les radiations et qui fonctionnaient grâce aux radiations. Les radiations étaient en quelque sorte une conséquence de l'effort militaire, et dans ce cas, les gens ne se soucient pas vraiment de leurs concitoyens. Ça s'est produit dans de nombreux cas de développement d'armement dans le monde entier. À Tcheliabinsk, ils travaillaient avec des réacteurs extrêmement puissants qui émettaient à la fois des rayons gamma et des neutrons. Le lac de Tcheliabinsk était bien entendu pollué. Et il y a eu un arrêté interdisant les baignades. Mais les gens s'y sont baignés quand même. Ça a eu des conséquences terribles, parce qu'il y avait de nombreux villages le long de la rivière.
Nous avons informé la direction des usines atomiques qu'ils n'avaient pas le droit de jeter des déchets. Mais ils nous ont répondu « Allons donc, on peut bien les jeter, ça ne représente que 5 curies. » Vous imaginez 5 curies. C'était typique. Et comme les gens buvaient l'eau de la rivière, les maladies liées aux radiations se sont étendues à la population civile. Pensez donc, l'eau n'avait pas changé de goût, ni de couleur. Les gens la buvaient, ils croyaient qu'elle était potable. Personne ne disait rien, c'était le grand secret. On ne m'a jamais dit un mot de la radiation, même quand je suis arrivé ici dans cette clinique. Ils prétendaient qu'ils soignaient d'autres maladies. Ils ne pouvaient rien dire, c'était interdit, un point c'est tout. Cette section contient les feuilles de sortie des habitants du village de Mosinova. Vous voyez combien il y en a. Nous n'avions bien sûr pas le droit de nommer la maladie, alors nous utilisions des codes pour marquer les dossiers. La marque orange signifiait une maladie chronique liée aux radiations. La marque noire renvoyait à la date du diagnostic, 1967. Les deux bandes rouges indiquaient la présence de grandes quantités de strontium 90 dans l'organisme. À l'école, on nous dit que seuls 1 ou 2 élèves par classe ne sont pas malades. On nous dit que certains ont des maladies génétiques. Elles sont peut-être liées aux radiations parce que nos parents allaient pêcher dans la rivière. Les radiations font partie de notre vie quotidienne. De toute façon, le poisson, nous, on le mange. C'est sûrement lié à la tetcha. À cause des radiations, tout le monde est malade dans ma famille. Mon père, ma mère, on souffre des articulations. On est 6 à être malades à la maison. Ce qui s'est passé, la rivière a dû être contaminée. C'était en 57, 6 ans avant ma naissance. Je crois qu'il y a eu une explosion. On n'a pas été évacué, on est resté dans le village. Les gens d'ici ne pensent même pas à aller s'installer ailleurs. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إنك على كل شيء قدير تلج الليل في النهار تلج النهر في الليل وتخرج الحي من الميتة وتخرج الميتة من Белая накидка из хлопчатобумажной ткани и чулки значительно уменьшает опасность поражения от радиоактивной пыли и светового излучения. L'institutrice du village est morte à cause des radiations. On ne savait évidemment pas ce qui se passait. On sait simplement que tout le monde est mort. Moi aussi, je suis malade. J'ai mal au ventre, aux articulations, je perds la mémoire. Et maintenant, mon fils aussi est malade. Ils disent que c'est transmis par les parents. Plus vite on sera mort, mieux ce sera. If there is another world war, this civilization may go under. We need, I think, to learn to understand the realities of life abroad,
not so much in terms of slogans as in terms of the lives of men. Désormais, tout le monde joue à l'explosif. Et tous ceux qui en rêvaient s'en donnent à cœur joie. Inquiet, avez-vous dit? La conséquence a évidemment été la prolifération de ce type d'armes vers d'autres pays. La France, la Grande-Bretagne et la République populaire de Chine. The equipment for this experiment were made in British workshops by British workmen. The cloud drifts well clear of the mainland, but it's still highly charged with dangerously radioactive water and mud. France, under President Charles de Gaulle, defied public opinion by refusing to sign the test ban treaty. This was her answer. The mighty blast was considerably smaller than U.S. and Soviet tests, but it turned the Pacific sky white, and France scrawled a question mark in that sky. Will nobody ever stop the scientists? Won't somebody put them in a bag and tie them up? Or into a lethal chamber? Before they've completed our destruction. Giant anti-aircraft guns protect the Hanford, Washington atomic energy plant. Manned by carefully trained GIs, they guard against attack from the skies. L'usine Purex représente la troisième génération du procédé de traitement chimique amorcé par Glenn Seaborg, qui voulait obtenir du plutonium à partir du combustible irradié. Okay, let me survey your feet, please. Thank you. This is N-cell, where the... Voici l'endroit où le plutonium, dans sa phase finale, après les opérations dans le réacteur et les traitements chimiques, passait de sa forme liquide à sa forme oxydée. Maintenant que notre mission n'est plus de produire des armes, nous nettoyons activement ces boîtes à gants pour éliminer tout résidu de plutonium et procéder au déclassement des installations. Ils savaient ce qui se passait. Ils arrivaient avec des types en blouse blanche et des compteurs Gégère. Ils venaient dans notre ferme chercher des carcasses d'animaux morts qu'ils ramenaient à Hanford. Ils envoyaient des montgolfières. Et nous, on se disait que c'était normal. On pensait que le gouvernement nous disait ainsi, nous prenons soin de vous, vous ne craignez rien. Parce qu'autrement, le gouvernement nous aurait prévenus, n'est-ce pas? Ils ne nous auraient pas laissé vivre là avec nos enfants. Comme vous voyez, leur logo est plutôt dynamique. Il date probablement des années 50. Et la chose ironique, pour quelqu'un qui, comme moi, a grandi ici, c'est que leurs produits étaient sans doute effectivement radioactifs. On pouvait effectivement acheter des aliments radioactifs chez Atomic Foods dans les années 50. Au début des années 50, ce fut la grande vogue des abris atomiques. En société, la question favorite était « Qui inviteriez-vous dans votre abri si vous n'aviez plus qu'une semaine à vivre ?» Les années 50 ont été la grande époque des usines nucléaires. C'est là qu'ils ont construit les 8, puis 9 réacteurs.
With the atomic bomb, American scientists unlocked the devastating might of the atom. Today they are engaged in the task of releasing atomic energy slowly, gradually, in ways of lasting benefit to a world at peace in the atomic age. Le président Kennedy est venu à Hanford quand j'étais au lycée. On a tous visité l'usine, on était fiers d'habiter là. On ne se doutait vraiment de rien. En mars 86, le gouvernement a publié des documents sur Hanford montrant que des émissions, et en particulier les émissions d'iode 131 dans l'air, avaient été extrêmement importantes, plus importantes que dans toute autre installation américaine. Près d'1 million de curies sur une période de 6 ans s'étaient échappées des usines de retraitement de Hanford et avaient formé un immense nuage au nord-est de la réserve. Quand j'étais gamine, on était exposé à des doses importantes d'iode radioactive, de ruthénium 103, de ruthénium 106, de cerium 144 et de strontium 90, sans parler des noyaux radioactifs du fleuve Columbia. A harmless type of test smoke is emitted into the air from a tower 420 feet high. As it drifts over the countryside, the distribution and density of the smoke in various localities for miles around is detected and reported by mobile meteorological units. Meteorology, this is Unit 2. We are at 285 degrees. About 1 mile. We are reading 18 on scale 1. Over. At Brookhaven's meteorological station, reports from the field units are correlated, and the diffusion of the smoke under varying conditions of wind and weather is recorded. Les gens ont cessé de croire le gouvernement. Ici, ils ont le sentiment d'avoir servi de cobaye. Ils ont mis du temps à se l'avouer parce que ce n'est que 40 ans après Nagasaki qu'ils ont compris qu'eux aussi avaient été exposés à des radiations lors de la fabrication des bombes. En temps normal, ces usines rejetaient des déchets dans le fleuve sans que les gens aient été avertis. Les gens utilisaient le fleuve pour la pêche, la baignade, l'irrigation, et personne ne leur avait jamais dit que l'eau était contaminée. Ça, c'est la boîte contenant les yeux artificiels de ma fille Jamie. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardée. Il y a toutes sortes de tailles. Elle est née avec un seul œil. Heureusement, elle avait de très beaux cheveux roux. Quand les gens ne savaient pas quoi dire, ils disaient qu'elle avait des cheveux magnifiques, et ils avaient raison. Cet article m'a aidé à faire le lien entre l'absence d'yeux chez les moutons, l'absence d'yeux chez ma fille et l'usine de Hanford. Quand cet article est paru le 28 juillet 1985 dans le Spokesman Review, c'est là que j'ai compris que les moutons n'avaient pas d'yeux parce qu'ils avaient été irradiés. Et que moi aussi j'avais dû être irradiée en me baignant dans le fleuve Columbia quand j'attendais Jamie. On habitait tellement près, la nourriture, tout s'expliquait. Inutile d'essayer de me prouver le contraire, j'en suis sûre. Je n'ai pas la preuve médicale parce que je n'ai pas encore été examinée. Mais je suis sûre que si on m'examinait, on s'apercevrait que c'est vrai. Il y a eu trop de gens que je connais et auxquels je tiens, des voisins, des gosses, à qui il est arrivé des choses bizarres. At Hanford, biologists study the effects of radioactivity on fish, since Columbia River water is pumped through the plant. To safeguard Washington's flourishing fish industry, 25,000 trout and salmon are hatched each year and exposed to water contaminated with radioactivity. This is only one example of precautions that go on endlessly. In this case, there is not enough radioactivity to harm the fish or persons eating them. Ils ont fait un tort terrible à cet endroit. Ils ont menti aux ouvriers, aux habitants de l'État de Washington, de l'Idaho, de l'Oregon. Ils ont menti sur les radiations qu'ils rejetaient et incontestablement fait du mal à un très grand nombre de gens.